QCM. Révision du manuel de formation des infirmiers-chefs de la circonscription sanitaire. Partie 1. Planification et gestion des ressources humaines. Document incontournable pour la préparation aux différents examens d'aptitude professionnelle et différents concours. Question 1. Selon l'OMS, les éléments représentant le système de santé sont A. Les communautés, les familles, les individus dans leur environnement social. B. Les prestataires de soins, modernes traditionnels, gouvernement ONG, secteur privé, etc. C. L'administration sanitaire. D. Les agences de financement, les agences de régulation, gouvernementales, ONG, privées, internationales. Réponse. Selon l'OMS, les éléments représentant le système de santé sont A. Les communautés, les familles, les individus dans leur environnement social. B. Les prestataires de soins, modernes traditionnels, gouvernement ONG, secteur privé, etc. C. L'administration sanitaire. D. Les agences de financement, les agences de régulation, gouvernementales, ONG, privées, internationales. Question 2. Le système intégré des services de santé se caractérise par A. La présence de trous dans la couverture des problèmes de santé. Ce qui est fait au centre de santé peut être fait à l'hôpital et vice-versa. B. L'absence de trous dans la couverture des problèmes de santé. Ce qui n'est pas fait au centre de santé fait à l'hôpital et vice-versa. C. La présence de chevauchement des fonctions du centre de santé et celles de l'hôpital. D. L'absence de chevauchement des fonctions du centre de santé et celles de l'hôpital. Réponse. Le système intégré des services de santé se caractérise par B. L'absence de trous dans la couverture des problèmes de santé, ce qui n'est pas fait au centre de santé doit être fait à l'hôpital et vice-versa. D. L'absence de chevauchement des fonctions du centre de santé et celles de l'hôpital. Question 3. La planification normative et stratégique comme approche porte sur A. L'identification des problèmes. B. La fixation des objectifs. C. La prévision des ressources. D. L'établissement des priorités. Réponse. La planification normative et stratégique comme approche porte sur A. L'identification des problèmes. D. L'établissement des priorités. Question 4. La planification tactique structurelle porte sur A. La fixation des buts. B. La détermination des actions. C. La prévision des ressources. D. La mise en œuvre du programme. Réponse. La planification tactique structurelle porte sur B. La détermination des actions. C. La prévision des ressources. Question 5. La planification opérationnelle porte sur A. La fixation des buts. B. La fixation des objectifs opérationnels. C. La prévision des ressources. D. La mise en œuvre du programme. Réponse. La planification opérationnelle porte sur B. La fixation des objectifs opérationnels.
D. La mise en œuvre du programme. Question 6. La planification est un processus d'aide à la décision qui peut être découpé en A. 3 étapes. B. 4 étapes. C. 5 étapes. D. 6 étapes. Réponse. La planification est un processus d'aide à la décision qui peut être découpé en A. 3 étapes. Question 7. La troisième étape du processus de planification consiste en A. La recherche d'un consensus sur les buts ou finalités. B. La définition d'objectifs spécifiques prioritaires. C. La programmation des moyens et des activités nécessaires à la réalisation des objectifs. D. La mise en œuvre des actions et l'évaluation. Réponse. La troisième étape du processus de planification consiste en C. La programmation des moyens et des activités nécessaires à la réalisation des objectifs. Question 8. Les approches complémentaires pour collecter et analyser les données dans un processus de planification sont A. L'approche fonctionnelle. B. L'approche populationnelle. C. L'approche organisationnelle. D. L'approche situationnelle. Réponse. Les approches complémentaires pour collecter et analyser les données dans un processus de planification sont B. L'approche populationnelle. C. L'approche organisationnelle. Question 9. Pour l'identification des problèmes de santé, les outils utilisés sont A. La méthode des 5 pourquoi. B. Le brainstorming. C. Le diagramme d'Ishikawa. D. Le focus group. Réponse. Pour l'identification des problèmes de santé, les outils utilisés sont B. Le brainstorming. D. Le focus group. Question 10. La priorisation des problèmes de santé se fait via une matrice, qui repose sur les critères suivants. A. La gravité. B. La pertinence. C. La vulnérabilité. D. L'urgence. Réponse. La priorisation des problèmes de santé se fait via une matrice, qui repose sur les critères suivants. A. La gravité. C. La vulnérabilité. D. L'urgence. Question 11. L'analyse des problèmes pour déterminer leur cause repose sur les outils suivants. A. Le diagramme d'Ishikawa. B. Le diagramme de Gain. C. L'analyse SWOT. D. L'arbre à problème. Réponse. L'analyse des problèmes pour déterminer leur cause repose sur les outils suivants. A. Le diagramme d'Ishikawa. D. L'arbre à problème.
Question 12. Le schéma du diagramme d'Ishikawa comprend les facteurs causaux identifiés et catégorisés selon la règle des 5 M, qui signifie A. Main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, management. B. Main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, moyens financiers. Main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, méthode. D. Main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, motivation. Réponse. Le schéma du diagramme d'Ishikawa comprend les facteurs causaux identifiés et catégorisés selon la règle des 5 M, qui signifie C. Main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, méthode. Question 13. Les objectifs doivent contenir les éléments suivants. A. La nature du résultat visé, état, comportement, etc. B. Les normes et critères de succès, pourcentage d'atteinte, nature du changement. C. L'échéance envisagée d'atteinte du résultat. Toutes les propositions précédentes sont correctes. Réponse. Les objectifs doivent contenir les éléments suivants. D. Toutes les propositions sont correctes. Les objectifs doivent contenir la nature du résultat visé, état, comportement, etc. Les normes et critères de succès, pourcentage d'atteinte, nature du changement. L'échéance envisagée d'atteinte du résultat. Question 14. Un objectif doit être A. Formulé sous forme d'un verbe d'action. B. Relié à un but, à une finalité, au problème à résoudre. C. Exprimé en termes de résultats à atteindre. D. Précis, il spécifie le quoi, le quand et le qui. Réponse. Un objectif doit être A. Formulé sous forme d'un verbe d'action. B. Relié à un but, à une finalité, au problème à résoudre. C. Exprimé en termes de résultats à atteindre. D. Précis, il spécifie le quoi, le quand et le qui. Question 15. Les objectifs doivent suivre une certaine séquence ou un ordre hiérarchique qui est A. Général, spécifique, intermédiaire, opérationnel. B. Général, opérationnel, intermédiaire, spécifique. C. Général, intermédiaire, spécifique, opérationnel. D. Opérationnel, général, intermédiaire, spécifique. Réponse. Les objectifs doivent suivre une certaine séquence ou un ordre hiérarchique qui est C. Général, intermédiaire, spécifique, opérationnel. Question 16. Dans un programme de santé, vous vous fixez l'objectif suivant. Atteindre et maintenir une couverture vaccinale uniforme supérieure ou égale à 95%. Il s'agit ici A. D'un objectif général. B. D'un objectif intermédiaire. C. D'un objectif spécifique. D. D'un objectif opérationnel. Réponse. Dans un programme de santé, vous vous fixez l'objectif suivant. Atteindre et maintenir une couverture vaccinale uniforme supérieure ou égale à 95%. Il s'agit ici C. D'un objectif spécifique. Question 17. Les éléments ou critères à prendre en considération
lors de l'établissement des priorités pour choisir les solutions ou interventions à entreprendre, sont notamment A. La faisabilité. B. L'acceptabilité. C. La pertinence. D. L'impact. Réponse. Les éléments ou critères à prendre en considération lors de l'établissement des priorités, pour choisir les solutions ou interventions à entreprendre sont notamment A. La faisabilité. B. L'acceptabilité. C. La pertinence. D. L'impact. Question 18. Un plan d'action. A. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin du programme. B. Est un ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. C. Est une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. D. A pour but de permettre la mise en œuvre du programme. Réponse. Un plan d'action. D. A pour but de permettre la mise en œuvre du programme. Question 19. Le plan d'action doit faire ressortir les éléments suivants. A. La description sommaire de la situation actuelle. B. Les objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels. C. Toutes les activités détaillées à mettre en œuvre. D. Les besoins en ressources. Réponse. Le plan d'action doit faire ressortir les éléments suivants. A. La description sommaire de la situation actuelle. B. Les objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels. D. Les besoins en ressources. Question 20. Les méthodes et approches de prévision des ressources sont A. L'approche basée sur l'étude des besoins en santé. B. L'approche basée sur les objectifs de prestation des services de santé. C. L'approche basée sur l'utilisation des ratios et normes. D. L'approche basée sur l'utilisation des services aux ressources. Réponse. Les méthodes et approches de prévision des ressources sont A. L'approche basée sur l'étude des besoins en santé. B. L'approche basée sur les objectifs de prestation des services de santé. C. L'approche basée sur l'utilisation des ratios et normes. D. L'approche basée sur l'utilisation des services aux ressources. Question 21. La gestion des ressources humaines est une partie intégrante de la gestion de l'unité de soins. Parmi ces outils, la fiche de poste qui doit comporter les éléments suivants. A. La mission principale du service ou unité. B. L'aspect juridique ou réglementaire du poste. C. Mission et activité du poste. D. Compétences requises pour le poste. Réponse. La gestion des ressources humaines est une partie intégrante de la gestion de l'unité de soins. Parmi ces outils, la fiche de poste, qui doit comporter les éléments suivants. C. Mission et activité du poste. D. Compétences requises pour le poste. Question 22. La fiche de poste est un document qui décrit les diverses composantes d'un poste, à savoir A. Les tâches et les responsabilités. B. Le contexte de travail. C. Les habiletés, les connaissances et les comportements requis. D.
Les indicateurs qui permettent des progrès des compétences futures du professionnel. Réponse. La fiche de poste est un document qui décrit les diverses composantes d'un poste, à savoir A. Les tâches et les responsabilités. B. Le contexte de travail. C. Les habiletés, les connaissances et les comportements requis. Question 23. L'identification du poste comprend les éléments suivants. A. Le nom du service où se situe le poste. B. Le titre du poste ou désignation de la fonction. C. La hiérarchie pour situer le poste. D. Toutes les propositions précédentes sont correctes. Réponse. L'identification du poste comprend les éléments suivants. D. Toutes les propositions sont correctes. L'identification du poste comprend le nom du service où se situe le poste, le titre du poste ou désignation de la fonction, la hiérarchie pour situer le poste. Question 24. Parmi les propositions suivantes concernant la fiche de poste, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont correctes? A. Elle est évolutive et doit s'adapter aux changements organisationnels récurrents. B. Elle permet de planifier le nombre des effectifs requis. C. Elle permet d'identifier les besoins en formation. D. Elle permet de réorganiser le travail. Réponse. Concernant la fiche de poste, les propositions correctes sont A. Elle est évolutive et doit s'adapter aux changements organisationnels récurrents. B. Elle permet de planifier le nombre des effectifs requis. C. Elle permet d'identifier les besoins en formation. D. Elle permet de réorganiser le travail. Question 25. L'étude de la charge du travail a pour but A. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. B. L'évaluation des performances. C. L'amélioration de la qualité des soins et la définition qualitative des effectifs. D. La recherche en soins. Réponse. L'étude de la charge du travail a pour but A. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. C. L'amélioration de la qualité des soins et la définition qualitative des effectifs. D. La recherche en soins. Question 26. La charge de travail liée aux soins infirmiers peut être classée selon une typologie qui comprend A. La charge physique. B. La charge mentale. C. La charge psychique. D. La charge sociale. Réponse. La charge de travail liée aux soins infirmiers peut être classée selon une typologie qui comprend A. La charge physique. B. La charge mentale. C. La charge psychique. Question 27. La charge de travail en soins infirmiers comprend, en plus des autres activités concourant au fonctionnement et à la gestion de l'établissement. A. La charge en soins directs. B. La charge en soins indirects. C. La charge en soins intermédiaires. D. Toutes les propositions sont correctes. Réponse. La charge de travail en soins infirmiers comprend, en plus des autres activités concourant au fonctionnement et à la gestion de l'établissement.
A. La charge en soins directs. B. La charge en soins indirects. Question 28. Dans un établissement de santé, le plan de formation s'articule autour des phases suivantes. A. La préparation et le pré-diagnostic général. B. L'analyse et la consolidation des besoins en formation. C. La formulation, le découpage et la planification. D. La mise en œuvre du plan de formation. Réponse. Dans un établissement de santé, le plan de formation s'articule autour des phases suivantes. A. La préparation et le pré-diagnostic général. B. L'analyse et la consolidation des besoins en formation. C. La formulation, le découpage et la planification. La mise en œuvre du plan de formation. Question 29. Selon le guide d'ingénierie de la formation continue, 2009, l'évaluation des actions de formation comprend les étapes suivantes. A. Le recueil de l'opinion des bénéficiaires en fin de formation. B. La mesure de ce que les bénéficiaires ont appris. C. La mesure de la capacité d'appliquer les acquis de formation en situation de travail. D. La mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. Réponse. Selon le guide d'ingénierie de la formation continue, 2009, l'évaluation des actions de formation comprend les étapes suivantes. A. Le recueil de l'opinion des bénéficiaires en fin de formation. B. La mesure de ce que les bénéficiaires ont appris. C. La mesure de la capacité d'appli de formation en situation de travail. D. La mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. Question 30. La phase d'analyse et consolidation des besoins en formation comprend. A. L'analyse des besoins individuels en formation individuelle seulement. B. Les entretiens de confirmation des besoins avec la hiérarchie. C. La consolidation des besoins de formation et de perfectionnement du personnel. D. Toutes les propositions sont correctes. Réponse. La phase d'analyse et consolidation des besoins en formation comprend. B. Les entretiens de confirmation des besoins avec la hiérarchie. C. La consolidation des besoins de formation et de perfectionnement du personnel. Question 31. La mesure de l'efficacité et l'efficience des programmes de formation en termes de rapport qualité-prix correspond à la phase dite. A. Recueil de l'opinion des bénéficiaires en fin de formation. B. Mesure de ce que les bénéficiaires ont appris. C. Mesure de la capacité d'appliquer les acquis de formation en situation de travail. D. Mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. Réponse. La mesure de l'efficacité et l'efficience des programmes de formation en termes de rapport qualité-prix correspond à la phase dite. C. Mesure de la capacité d'appliquer les acquis de formation en situation de travail. Question 32. Parmi les propositions suivantes concernant la supervision, laquelle, ou lesquelles et où sont correctes? A. La supervision cible essentiellement les ressources matérielles. B. La supervision aide le supervisé à améliorer son comportement professionnel et son rendement. C. La supervision peut avoir fonction si des défaillances sont constatées lors de la visite. D. La supervision doit être faite sans prévenir les supervisés, afin d'éviter qu'ils ne modifient leur travail lors de la visite.
Réponse. Concernant la supervision, la proposition correcte est B. La supervision aide le supervisé à améliorer son comportement professionnel et son rendement. Question 33. La supervision a pour objectif de A. Analyser la performance et déterminer les besoins en soutien du personnel. B. Dynamiser les actions entreprises sur le terrain. C. Former en cours de travail. D. S'assurer de l'exécution effective des directives. Réponse. La supervision a pour objectif de A. Analyser la performance et déterminer les besoins en soutien du personnel. B. Dynamiser les actions entreprises sur le terrain. C. Former en cours de travail. D. S'assurer de l'exécution effective des directives. Question 34. La supervision. A. Cible plus les ressources humaines. B. Permet de s'assurer de la compréhension des instructions et de l'exécution efficace des tâches. C. Est une formation continue fournie au personnel par l'équipe cadre. D. Toutes les propositions précédentes sont fausses. Réponse. La supervision. A. Cible plus les ressources humaines. B. Permet de s'assurer de la compréhension des instructions et de l'exécution efficace des tâches. C. Est une formation continue fournie au personnel par l'équipe cadre. Question 35. La supervision doit être programmée et suffisamment fréquente pour réaliser les objectifs suivants. A. Identifier à temps les problèmes et les dysfonctionnements. B. Conseiller et corriger sur les lieux les anomalies constatées. C. Analyser la performance et déterminer les besoins de soutien du personnel. D. Former en cours de travail. Réponse. La supervision doit être programmée et suffisamment fréquente pour réaliser les objectifs suivants. A. Identifier à temps les problèmes et les dysfonctionnements. B. Conseiller et corriger sur les lieux les anomalies constatées. C. Analyser la performance et déterminer les besoins de soutien du personnel. D. Former en cours de travail. Question 36. Parmi les qualités humaines d'un leader, on trouve A. La capacité de communiquer. B. La capacité d'organiser. C. La capacité de bâtir une organisation efficace. D. La capacité de motivation et de mobilisation. Réponse. Parmi les qualités humaines d'un leader, on trouve A. La capacité de communiquer. B. La capacité d'organiser. C. La capacité de bâtir une organisation efficace. D. La capacité de motivation et de mobilisation. Question 37. Parmi les attitudes qu'un gestionnaire peut manifester face au conflit. A. Réconcilier les parties. B. Assurer l'équité et le consentement des parties. C. Rechercher la coopération. D. Éviter la confrontation et ne pas tenir compte du conflit. Réponse. Parmi les attitudes qu'un gestionnaire peut manifester face au conflit. A. Réconcilier les parties. B. Assurer l'équité et le consentement des parties. C. Rechercher la coopération. D. Éviter la confrontation et ne pas tenir compte du conflit.
Question 38. Pour prévenir les conflits au sein de son équipe, un gestionnaire doit A. Être attentif aux symptômes. B. Recourir à la réglementation en vigueur. C. Accorder une importance au climat organisationnel. D. Informer régulièrement la hiérarchie. Réponse. Pour prévenir les conflits au sein de son équipe, un gestionnaire doit A. Être attentif aux symptômes. C. Accorder une importance au climat organisationnel. Question 39. Les principes de base à appliquer pour prévenir les conflits. A. La partialité. B. La neutralité. C. Le désir de règlement. D. S'éloigner des faits pour laisser toute la place aux émotions. Réponse. Les principes de base à appliquer pour prévenir les conflits. B. La neutralité. C. Le désir de règlement. Question 40. Les éléments nécessaires à la bonne marche d'une équipe sont A. La communication interpersonnelle. B. La perception des objectifs propres à chaque membre de l'équipe. C. La charte de travail de l'équipe. D. La répartition des tâches entre les membres de l'équipe. Réponse. Les éléments nécessaires à la bonne marche d'une équipe sont A. La communication interpersonnelle. C. La charte de travail de l'équipe. Merci pour votre attention. Attendez la deuxième partie consacrée à la gestion de la qualité et la gestion des médicaments.